Alors, bienvenue à cette capsule sur la citoyenneté. On est dans le cours de didactique de l'histoire au cycle intermédiaire à l'Université d'Ottawa. Donc, pour cette capsule-ci, on s'intéresse à l'éducation à la citoyenneté. Je sais que vous avez eu un cours, donc j'espère ici qu'il n'y aura pas de répétition. Maintenant, je pense que c'est important parce que quand on fait de l'histoire, on associe souvent l'enseignement de l'histoire à l'éducation à la citoyenneté. Donc, on va voir un peu ce qui en est de façon plus théorique et ce qui en est de façon plus concrète dans le programme ontarien. Donc, évidemment, l'éducation à la citoyenneté, ça ne se fait pas qu'à l'école, hein. Ça se fait dans la famille, ça se fait à travers les médias, ça peut se faire au travail aussi, mais nous, on s'intéresse plus spécifiquement à l'école, plus spécifiquement aux cours dans lesquels ça se fait, parce qu'évidemment, même à l'école, la citoyenneté, ça peut se faire dans la vie parascolaire, ça peut se faire à la cafétéria quand on est en train de manger. Donc, la citoyenneté, c'est très, très vaste et ça se passe un peu partout. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les cours et le curriculum qui est formel. Et en ce sens, on s'intéresse plus souvent, quand on parle de la citoyenneté, aux disciplines d'histoire, de géographie. Dans le cas ontarien, on peut ajouter politique parce qu'il y a un cours d'éducation civique en 10e année qu'on va regarder un petit peu aussi. Donc, ce sont les différents lieux où les habiletés citoyennes se développent. Ce n'est pas que votre rôle, vous, comme enseignant d'histoire, à développer ces habiletés-là. Normalement, tous les enseignants devraient faire en Ontario de l'éducation à la citoyenneté, puisqu'il y a un cadre d'orientation générale qui devrait être couvert dans tous les cours. Mais on sait que dans la réalité concrète et pratique, c'est le plus souvent en histoire que ces apprentissages-là se vivent. On va regarder au niveau théorique différents textes qui sont intéressés à l'éducation à la citoyenneté. Et il y en a un, celui de Patrick Evans, qui s'est intéressé aux différents volets de l'exercice à la citoyenneté dans un cadre démocratique. Donc, les différents volets, c'est ce qu'on voit là qui est reflété à peu près dans tous les programmes ou tous les cadres d'orientation qui cherchent à développer la citoyenneté chez les élèves dans des pays démocratiques. Là. Je rappelle qu'on est toujours dans un contexte qui est démocratique. Donc, la première chose, c'est les connaissances qui sont en lien avec la citoyenneté et le gouvernement, ce qu'on peut dire des connaissances civiques, les concepts, les principes, l'histoire de la démocratie, par exemple, quand on va regarder les différents paliers de gouvernement, le fait qu'il y a aussi l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Donc, tout ça, c'est vraiment dans la connaissance de la citoyenneté et du gouvernement. Le deuxième volet, c'est plus au niveau des habiletés intellectuel, le fait de réfléchir, d'être capable d'identifier, d'analyser, d'expliquer, d'évaluer quand on s'intéresse aux événements de l'actualité, c'est ici. Et quand on est capable d'y penser de manière critique et constructive, c'est des habiletés qu'on peut développer en classe, d'amener à regarder, à porter un regard critique, par exemple, sur l'actualité. Donc, voilà. Le troisième volet, c'est celui des habiletés participatives. Donc, là, on est plus loin que cognitif, on n'est pas simplement à y réfléchir, c'est-à-dire qu'on agit. Okay? Donc, les habiletés participatives, c'est de suivre l'actualité, de délibérer et de prendre position et donc de prendre des décisions, d'agir avec les autres pour améliorer la vie politique et sociale. Donc, ce n'est pas simplement d'y réfléchir, mais vraiment d'agir sur les questions. Et finalement, le quatrième volet, c'est celui des dispositions civiques ou dispositions de la citoyenneté. Donc, être préoccupé par le bien commun, par la dignité de chaque personne, respecter les autres, ne pas faire preuve de discrimination, agir dans le respect. Donc là, on est au niveau des dispositions de la citoyenneté. Donc ça, c'est Patrick Evans qui montre les 4 volets que l'on retrouve dans la majorité des cadres d'orientation. Donc, je me suis dit, si ça se retrouve un peu partout, ça devrait se retrouver en Ontario, et comme de fait, oui. Sauf qu'on a un élément qui est ajouté en Ontario par rapport aux différents volets qui étaient là, et les volets ne portent pas les mêmes noms. Donc, on peut lier les deux
typologies, on voit qu'il y a des éléments en commun. On va les regarder un peu plus en détail là, dans les diapositives suivantes. Donc, on a d'abord le fait de la participation active. Bien là, on a les habiletés participatives civiques. C'est assez facile de faire le lien. Au niveau des structures, bien, on est en train de regarder les connaissances civiques. Au niveau des qualités personnelles, ce sont les dispositions civiques. Et finalement, celui qu'on a, c'est l'élément identité. Alors, identité, il n'est pas vraiment identifié par... il n'est pas du tout identifié par Patrick Evans, mais il est important dans le cadre d'orientation ontarien. On pourrait dire qu'il recoupe quand même des éléments qui sont en lien avec les habiletés cognitives. Là, surtout quand on va dans le détail, on va aller regarder le détail là, aux diapositives suivantes. Et certaines connaissances civiques aussi, mais c'est un élément qu'on vient ajouter. Donc, si on regarde la participation, on va les regarder un par un, là, ces quatre éléments du cadre d'orientation ontarien. Alors, je vous rappelle que ce cadre d'orientation, il est supposé d'être appliqué par tous les enseignants, pas seulement les enseignants en histoire. Donc, c'est probablement, si vous avez vu quelque chose dans votre cours d'éducation à la citoyenneté, choix de carrière, c'est ça que vous auriez dû voir. Donc, je suis désolée là, pour les répétitions. Alors, on a la participation active ici, donc exprimer son opinion, assumer un rôle de leadership dans la communauté, participer à la communauté, examiner des questions controversées. Donc, vous avez plusieurs éléments ici. Ça va beaucoup avec le bénévolat aussi. Et la résolution de conflits à l'école. Ensuite, l'identité. Bon, c'est celui qui est ajouté, mais développer un sentiment d'identité personnelle en tant que membre de diverses communautés. Donc, ce n'est pas une identité qui est imposée. On n'est pas en train de dire développer un sentiment d'identité canadienne ou développer une identité franco-ontarienne, absolument pas. Ce n'est pas imposé, mais c'est le fait d'amener le jeune à développer son identité. Donc, un sentiment d'identité civique, mettre en valeur tout de même l'espace francophone, hein, il est noté ici, respecter le point de vue des autres, examiner les dimensions morales et éthiques des progrès et des réalisations diverses. Donc, il y a tout de même des sujets ici, termes là, qui ne font pas nécessairement appel à la critique, là, au niveau quand on voit quelque chose comme fierté. Je ne suis pas non plus certaine de ce qu'on entend par auto-efficacité, je vous laisse en juger. Donc, il y a des éléments ici intéressants à critiquer, possiblement. Vous avez ensuite les qualités personnelles. Donc, faire preuve d'empathie, adopter une attitude qui favorise l'engagement civique ou le climat de collaboration, le respect des autres, l'empathie, la cohésion sociale. Donc, beaucoup de beaux mots. C'est souvent comme ça, les cadres d'orientation, il y a beaucoup de beaux mots, mais dans la réalité, est-ce que c'est appliqué dans les classes? Ça, c'est toute autre chose. Et finalement, celui qui est peut-être le plus concret là, au niveau de ce qui vous est demandé, c'est les structures. Donc, mieux comprendre l'importance des règles, des lois, mieux comprendre l'effet des institutions politiques, les rapports de force, les dynamiques, les relations complexes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les règles, les lois, les institutions, les systèmes formels et informels. Donc, on est vraiment plus dans une étude de comment fonctionnent les gouvernements. Vous verrez, là aussi, on peut avoir un point de vue critique, et particulièrement quand on regarde le curriculum de 10e année, il n'y a pas le mot ici, là, prendre un recul critique par rapport à ces structures-là. Donc, il n'y a pas vraiment pesé le pour et le contre des institutions qu'on a, regarder les failles dans les systèmes et tout. Donc, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais ce n'est pas officiellement suggéré. Donc, c'est quelque chose qui peut nous amener à réflexion. Donc, le demi-cours qui est en 10e année, ça, c'est tiré directement de la page 15 de votre curriculum. Alors, c'est celui qui dit politique. Et vous voyez que c'est exactement, en fait, les mêmes 4 concepts de la pensée critique qu'en histoire. Okay? Les noms changent un peu, importance civique et politique au lieu d'importance historique, mais c'est encore cette idée de qu'est-ce qui est important et pourquoi. À la place de cause et conséquences, on dit objectif et résultat, mais on est dans la même logique d'analyse d'un élément et de ses conséquences.
On a encore continuité et changement, et au niveau de la perspective, bien, plutôt que d'adopter une perspective historique, on adopte une perspective politique, mais c'est encore cette question d'aller voir les différents points de vue. Je vous invite à aller voir les questions types. Comme d'habitude, on l'a fait plus en détail quand on regardait les concepts en histoire. Là. Si je ne veux pas parler pendant 45 minutes, je ne vais pas aller en détail pour chacun des concepts de la pensée critique. Vous avez des exemples, vous pouvez aller les voir directement dans votre curriculum. On va simplement regarder les deux domaines et vous pouvez aller ensuite, si vous le souhaitez, voir les attentes générales puis les attentes plus spécifiques avec les exemples de contenu à même votre programme. Vous avez le premier domaine qui est la prise de conscience civique. Donc, là, je vous ai copié là, ce qu'il y a dans le programme à la page 159 et j'ai mis en couleur bleue les éléments qui me semblaient intéressants. Donc, la première chose, c'est que ce domaine s'intéresse aux croyances, aux valeurs, aux responsabilités, aux droits associés à l'exercice d'une citoyenneté au sein de la démocratie canadienne. Donc là, au début, j'ai lu ça, puis j'ai dit « Ah, c'est limité au Canada, donc ce n'est pas une citoyenneté mondiale, c'est vraiment une citoyenneté canadienne. » Mais en fait, quand on lit la phrase suivante, on vient ajouter cet élément-là de citoyenneté mondiale. Donc, l'élève apprend à reconnaître que les valeurs, les croyances des personnes influent à la fois sur leurs actions civiques et sur leur position en regard d'enjeux locaux, pan-canadiens ou mondiaux. Donc, on regarde aussi, là, on est au niveau des structures. On revoit les 4 éléments du cadre d'orientation, mais de façon peut-être un peu plus concrète. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile, surtout quand vous allez voir là, les attentes spécifiques et les éléments de contenu. On voit plus ce qui est attendu. On voit comment un cadre d'orientation peut s'appliquer de façon concrète, mais bon, c'est juste un demi-cours en 10e année. C'est supposé d'être des notions que les élèves auraient déjà vues, mais comme ce n'est pas concrètement dans les autres programmes, il est fort probable que ça n'a pas été mis en place. Donc, on va aller voir les rôles, les responsabilités des paliers, des branches de gouvernement du Canada. Et l'élève déterminera comment participer de façon responsable et efficace. Là, je me demandais ce qu'on entendait exactement de façon responsable et efficace, quel jugement est porté pour dire qu'un élément est qu'une façon de participer de façon citoyenne est plus responsable ou plus efficace. Enfin, surtout qu'on vient de parler des branches de gouvernement, donc on est vraiment dans une logique d'aller voter, de faire son devoir de citoyen, mais est-ce que ça se limite au fait d'aller voter? Donc, quand on va dans les contenus plus spécifiques, on voit qu'il y a une ouverture à parler d'autre chose que le vote, sans toutefois avoir une critique vraiment profonde des institutions démocratiques. Donc, la notion de démocratie, elle est vraiment restreinte quand même à cette idée d'élire des représentants au gouvernement et le fait que certaines personnes pourraient percevoir la démocratie autrement n'est pas évoqué. Donc, par exemple, on dit que c'est une responsabilité, que c'est même un devoir que d'aller voter. Or, il pourrait y avoir des perspectives différentes là-dessus. Elles ne sont pas explorées. Le domaine B, c'est l'engagement et l'action civique. Là, je trouve qu'on va développer plus l'idée de perspective, là, qui était dans vos concepts de la pensée critique. Donc, les points de vue de différentes communautés sur les différents enjeux. Et comment l'expression et l'engagement civique contribuent au bien commun. Donc, là, on dépasse les simples paliers de gouvernement ou le fait d'aller voter. Et j'avais aussi, on invitera, il y a un aspect plus concret au programme de 10e année, le domaine B, parce qu'on va demander à l'élève d'exprimer clairement ses opinions et de développer un plan d'action. Donc, on est dans cette idée vraiment de participation civique parce qu'on veut que l'élève aille au-delà de simplement la réflexion et qu'il développe un plan d'action concret avec des étapes à suivre sur comment changer quelque chose autour de lui, que ce soit dans sa communauté ou à une échelle plus grande. Donc, ça, c'est des éléments intéressants. C'est un beau programme et comme les autres programmes là, en sciences humaines et sociales, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des éléments de contenu
qui sont, les attentes sont assez générales et ensuite tout ce qui est développé comme piste de réflexion, comme exemple, c'est à vous de choisir vers où vous voulez aller. Donc, vous avez une certaine souplesse dans ce programme-là. Je ne sais pas à quel point c'est apprécié ou pas des élèves et à quel point les enseignants aiment l'enseigner ou pas, mais moi, à la lecture, je trouvais ça tout de même relativement intéressant, malgré certaines critiques. Alors, pourquoi justement il y a ces critiques-là? Et on va en voir d'autres dans les diapositives suivantes. C'est que c'est difficile de définir ce qu'est l'éducation à la citoyenneté. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'entende sur ce qui doit être fait. Si les programmes ont tous comme des genres de cadres d'orientation globaux, c'est rare qu'on a un élément comme en Ontario avec le programme d'études civiques, qui a failli disparaître par ailleurs, mais ça a été une lutte de votre organisation professionnelle OASTA pour que ce cours-là soit conservé. Et finalement, le gouvernement ontarien a décidé de le conserver. Mais en général, par exemple, si on prend au Québec, l'éducation à la citoyenneté est simplement liée au cours d'histoire. Et bien souvent, les enseignants n'ont pas le temps de le faire ou ils ne considèrent pas que c'est dans leur travail. Donc, le fait qu'on attribue comme responsabilité à tous de développer un citoyen, ça donne des cadres très généraux qui souvent sont très peu appliqués dans la réalité, surtout parce que les enseignants peuvent avoir peur, avec raison, de se mouiller sur certains sujets ou ils veulent éviter la confrontation dans la classe. C'est pas tous les parents, tous les élèves, tous les enseignants qui ont les mêmes vues sur ce qu'est la démocratie, ni même les mêmes connaissances. Donc, c'est pas évident et il y a plein de choses qui sont importantes à définir quand on fait de l'éducation à la citoyenneté qui ne sont absolument pas consensuelles. D'abord, qu'est-ce qu'être un citoyen? Qu'est-ce qu'être un bon citoyen? Là, personne ne s'entend. Est-ce qu'une personne qui manifeste est un bon citoyen ou un mauvais citoyen? Bien, ça va dépendre de qui vous demandez. La définition d'éducation en tant que telle. Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par pédagogie, quel type de pédagogie on prône, est-ce qu'on veut développer l'esprit critique ou pas. Et évidemment, la définition de démocratie, qui n'est pas la même pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie au Canada? C'est une question. On pourrait me répondre certainement avec certaines exceptions. Il y en a qui vous diraient que ce n'est pas du tout une démocratie. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans des débats que vous avez peut-être eu au niveau de votre baccalauréat ou pas, mais ce n'est pas une notion aussi consensuelle que le pouvoir par le peuple. On est dans une démocratie représentative, on n'est plus à Athènes, il y avait d'autres problèmes à Athènes, mais il y a des problèmes encore dans les démocraties de nos jours. Et il y en a qui se posent la question, est-ce vraiment le meilleur système ou est-ce que ce qu'on appelle démocratie est réellement une démocratie? Donc voilà certains éléments pour vous faire réfléchir. Il y a Westheimer et Kane. Joël Westheimer est un professeur à l'Université d'Ottawa en éducation. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ses écrits. Il est super intéressant comme personne, comme professeur. Et on a la chance de l'avoir directement à la faculté. Donc, il a écrit un article en 2004. Il est vraiment un spécialiste de l'éducation à la citoyenneté. Puis il y a un article qui est devenu une espèce de base un peu partout, là, du moins en Amérique du Nord, sur l'éducation à la citoyenneté. C'était basé sur une recherche empirique effectuée aux États-Unis, où on est allé dans des écoles différentes et on a étudié 2 types de programmes différents qui visaient l'éducation à la citoyenneté. Au total, ils ont observé 3 enseignants, 84 élèves. Ils ont fait des observations, des entrevues. Ils ont fait un sondage avant des cours et après des cours. Donc, les programmes étaient différents en tant que tels, mais ils ont tous atteint leur but. Sauf qu'on a un premier programme qui a développé des citoyens participatifs, ça veut dire qu'ils sont intéressés au niveau local, dans leur communauté, mais un deuxième qui est allé beaucoup plus loin parce qu'il examinait des problématiques systémiques. Donc, on
peut dire conception macro de la participation, ce n'était pas lié simplement à la petite communauté locale, mais vraiment une idée de regarder, par exemple, la notion de sexisme ou de racisme systémique, donc d'agir sur le dessous du iceberg, qu'on peut dire, hein? Pas seulement sur ce qu'on voit, mais sur les racines des problèmes sociaux. Donc, si on lit le texte, là, il y a des nuances qui sont faites en fonction de la communauté, du contexte scolaire, etc. Mais ce qu'ils ont arrivé, c'est une certaine typologie des types de citoyens. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, un bon citoyen, c'est pas tout le monde qui le définit de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'un bon citoyen, c'est un citoyen qui est personnellement responsable. Il est respectueux, il agit individuellement, il fait du bénévolat, il donne son sang, il fait son recyclage, respecte le code de la route et respecte les lois. Donc, c'est un citoyen qui est personnellement responsable. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est celui d'un citoyen qui est participatif. Donc, il va s'impliquer et il va agir collectivement et non seulement par lui-même. Donc, au lieu d'être simplement de donner à une banque alimentaire, bien, il va organiser la banque alimentaire, se présenter aux élections, faire du bénévolat, etc. Donc, on est au niveau du citoyen participatif. Je vous dirais qu'à regarder le programme de 10e année ou le cadre d'orientation, ce qui est visé, c'est de développer un citoyen participatif. Là, c'est une interprétation que je fais et je vous laisse tout à fait être possiblement critique de cette interprétation-là. Vous pourrez aller lire et voir ce que vous en pensez, mais le choix des termes qui sont utilisés dans le programme et dans le cadre d'orientation sont vraiment en lien avec cette idée d'être un citoyen participatif. Maintenant, pour Westheimer et Kane, il y a un autre niveau. Donc, et là, pour certains, bien, ce citoyen orienté vers la justice sociale, il peut être considéré comme un bon citoyen. Pour d'autres, par exemple, il pourrait être considéré comme un citoyen problématique. Alors, pourquoi? C'est un citoyen qui s'implique, qui va contester les racines du problème, qui veut provoquer, qui veut soutenir le changement social, et parfois, ça peut passer par une certaine désobéissance civile, donc par une désobéissance aux lois si ces lois sont considérées injustes. C'est quand on va sensibiliser pour contrer les injustices, qu'on va organiser des signatures de pétitions, faire des manifestations, faire la grève. Je ne sais pas si vous étiez content ou pas qu'il n'y ait pas de grève. Enfin, on aura peut-être la possibilité d'en rediscuter une autre fois. Donc, voilà pour les 3 types de citoyens selon Westheimer et Kane. Il y a aussi la question des approches pédagogiques qu'on utilise pour éduquer à la citoyenneté. Il y a certains chercheurs, qu'on pourrait dire, on dirait des chercheurs qui sont dans une logique libérale, pas libérale comme le Parti libéral du Canada, mais plus dans une logique libérale au sens philosophique. Pour eux, il n'y a pas besoin d'avoir une méthode pour éduquer à la citoyenneté. Il n'y a pas besoin d'avoir justement ce cadre d'orientation, puisque la façon que nos démocraties sont faites, ceux qui sont intéressés par la chose publique, par le fait de développer une culture générale, d'avoir des connaissances qui sont reproduites à l'école, bien, ces gens-là vont finalement s'impliquer par la suite, mais on n'a pas à forcer ça sur les élèves. Donc, c'est une façon aussi de voir les choses. Ce n'est pas des cadres d'orientation qui sont consensuels, ils sont parfois contestés comme ayant des objectifs qui ne sont pas réellement utiles. Donc, c'est à vous de réfléchir, c'est une autre vision possible. Il y a aussi comment on le fait, comment on éduque à la citoyenneté, par quelle méthode pédagogique on peut le faire. Mais il y a Galichet qui s'est intéressé à ces questions-là. Et il donne trois modèles pédagogiques qu'on voit en classe qui sont dans cette idée de développer de futurs citoyens. Donc, on peut avoir cette idée d'une citoyenneté comme une famille. Hein, donc, d'appartenir au groupe, de respecter, d'être poli, d'écouter les autres, de faire des discussions aussi.
Après, ensuite, il peut avoir une citoyenneté qui, elle, est plus inspirée par le monde du travail. Et là, on va encourager le travail de groupe, la pédagogie par projet, la coopération avec un objectif commun. Mais il y a le fait d'avoir cette idée d'objectif commun, mais on est quand même dans une logique d'éduquer la citoyenneté. Et il y a finalement la citoyenneté qui est inspirée du modèle de la discussion, quand on fait des débats, des grandes discussions, ou de la philosophie pour enfants, qui est un programme, vous pouvez aller regarder en ligne si jamais ça vous intéresse. Ça existe même à partir de la petite enfance. Il y a des programmes pour amener les jeunes à philosopher. Alors, ces trois modèles-là, il les amène, puis ensuite, il dit, chacun d'entre eux amène des éléments intéressants, chacun d'entre eux a des éléments problématiques aussi, et chacun d'entre eux a ses limites. Il y a des élèves qui vont être délaissés dans une citoyenneté inspirée par le modèle de la discussion parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de le faire ou les capacités, le talent, entre guillemets, pour aller participer à ce genre de pédagogie-là. Le travail de groupe aussi, bon, vous savez un peu là, les limites qui existent par rapport à ça. Et là, il y a aussi le fait que quand on dit inspiré du monde du travail, il peut y avoir une logique aussi qui est rationalisante et qui ne va pas nécessairement avec une idée de citoyenneté globale, disons. Et celle du modèle de la famille va peut-être mener à une participation trop locale où il n'y a pas nécessairement une réflexion suffisamment critique. Donc, bon, j'essaie de résumer. Galichet, c'est un texte beaucoup plus théorique et beaucoup plus complexe que je viens de vous expliquer. Mais je trouvais ça quand même intéressant ce qu'il a développé ici. Finalement, toutes ces questions-là reviennent à l'idée, est-ce qu'il faut éduquer de façon critique? Si on fait de l'éducation à la citoyenneté, est-ce qu'on doit dépasser le simple fait de parler des notions gouvernementales ou d'être poli, ou est-ce que finalement il faut aussi amener à réfléchir de façon critique? Est-ce qu'il faut développer un citoyen comme celui là, de Westheimer et Kane orienté vers la justice? Est-ce que c'est le rôle de l'école de faire ça? Est-ce que ça passe par l'esprit critique? Donc j'aimais bien la citation. L'esprit critique ou le bien jugé, ça ne s'enseigne pas comme la langue. Parmi tous les objectifs, celui de l'acquisition de l'esprit critique et du jugement demeure le plus problématique. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'enseigner à la citoyenneté, ou quelque contenu que ce soit, sans la possibilité d'en faire rationnellement une critique, c'est forcément endoctriner. Donc si, par exemple, justement, je présente la démocratie et les institutions gouvernementales canadiennes comme étant extraordinaires, et que jamais j'amène mes élèves à les critiquer, bien, est-ce que je suis en train d'endoctriner? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, ça nous mène d'ailleurs à cette idée de désobéissance civile. Si je suis alors dans cette idée que je dois tout critiquer, que je dois réfléchir de façon critique, que c'est ça une citoyenneté éclairée, bien, est-ce que je ne suis pas en train finalement de créer une sorte de déstabilisation permanente de l'équilibre de la société civile? Est-ce que je ne suis pas en train de tout le temps brasser les cartes pour dire, bien, juger, contester, critiquer, et que donc, je suis en train de créer un peu le chaos si j'enseigne ça à mes étudiants, à mes élèves? Est-ce que, finalement, la désobéissance civile fait partie ou non d'une bonne éducation à la citoyenneté? Donc, voilà des grandes questions. Je vous laisse y réfléchir plutôt que de vous donner des réponses, puisqu'il n'y a pas de toute façon de bonnes réponses à ce genre de questions. Alors, voilà pour notre capsule qui était en lien avec l'éducation à la citoyenneté.